la rétrospective de la semaine. Parvenir à une approche consensuelle des mesures à suggérer aux autorités pour l'adoption d'une fiscalité adaptée à la situation économique des entreprises de presse, c'est l'objectif visé à travers cet atelier sur la fiscalité des médias selon le président du Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankwano. De nos jours et au constat, peu d'entreprises de presse privée parviennent à supporter ces taxes fiscales et parafiscales. Au regard du rôle éminent que jouent les médias privés, de leurs spécificités et à l'initiative conjointe de la Direction générale des impôts et du Conseil supérieur de la communication, il est organisé ce jour cet atelier portant sur la problématique de la fiscalité des médias au Burkina Faso. Cette problématique, selon le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, est d'une importance capitale au regard du rôle que jouent les médias. Rémi Fulgence Dandjino. L'environnement économique dans lequel nous opérons pour les médias, que ce soit privé ou public, est un environnement extrêmement délicat. Donc il est important aujourd'hui que nous réfléchissions sur la fiscalité et les possibilités que l'État peut offrir à ces éléments importants-là dans le fonctionnement de notre démocratie pour que cela puisse être quelque chose de périn et de porteur pour les populations. Dans le respect des conventions que nous avons à l'international, qu'est-ce qu'on peut faire pour les médias? C'est une question intéressante sur laquelle il faut réfléchir. Cet atelier a regroupé plus d'une centaine de participants issus du monde des médias venus des 13 régions du pays. C'est une centaine de journalistes qui a pris part à cet atelier de formation initié par le réseau Initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement IJACORD et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Un atelier qui, selon les organisateurs, a permis d'échanger sur les actions du PNUD et aussi d'interpeller les journalistes sur leurs responsabilités dans le contexte sociopolitique actuel. Dieudonné Kini, chef de l'équipe en charge de la gouvernance et de la paix durable au sein du bureau du PNUD au Burkina. Nous avons eu l'opportunité de présenter donc le PNUD depuis son origine, également son mandat, les domaines d'intervention au niveau mondial et de façon précise ce que le PNUD fait. Nous avons également présenté le programme du PNUD au Burkina pour la période 2018-2020. Nous avons également fait un clin d'œil aux objectifs du développement durable parce que c'était une attente des journalistes. Au-delà de ces présentations, c'était aussi une opportunité d'interpeller un tant soit peu les journalistes, les communicateurs par rapport à leurs responsabilités dans le contexte sociopolitique qui est celui du Burkina aujourd'hui. À l'issue de cet atelier, l'IJACORD et le PNUD dressent un bilan satisfaisant et envisagent le rééditer. Si j'en juge simplement par l'assiduité des participants, par les questions qui ont été posées pour mieux comprendre, je pense que les objectifs visés ont pour moi été atteints. Certains ont même pensé qu'il fallait répéter l'exercice et peut-être cibler d'autres personnes dans le monde des médias. Nous verrons dans quelle mesure cela peut se faire, surtout que nous sommes dans un cadre partenarial avec l'IJACORD que nous souhaitons voir renforcé. À en croire le représentant du PNUD, les participants à cette formation leur ont formulé des recommandations qui, une fois mises en œuvre, vont contribuer à l'atteinte de leurs objectifs. Selon le mouvement Plus rien ne sera comme avant Impresca, les attaques terroristes ont pris de nouvelles tournures avec son expansion sur l'étendue du territoire national et des revendications qui visent la conquête du pouvoir d'État dans le but de restaurer l'ancien régime. Claude Ouedraogo, coordonnateur de Impresca. Ces terroristes-là frappent partout. Et lorsqu'ils frappent partout, ce n'est plus pour conquérir la zone du Nord. Récemment, à l'attaque de l'état-major du 3 mars par les terroristes, il y a le groupe terroriste dirigé par Yag Agali qui a revendiqué l'attaque. Et à son point 4 de revendication, il disait pour restaurer l'ancien régime. Et c'est au regard de cette situation qu'il appelle l'État à instaurer l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national afin de donner plus de pouvoir aux forces de défense et de sécurité de lutter contre le terrorisme. Donc nous disons que lorsque ces terroristes arrivent à frapper de partout, il y a des complices à l'intérieur. Le Burkina Faso est un pays en guerre. Ce n'est pas au nord seulement qu'ils sont, ils sont partout, de l'intérieur comme de l'extérieur. Raison pour laquelle nous demandons l'état d'urgence afin de donner cette force au FDS, à l'armée, de pouvoir quand même lutter contre ces terroristes-là. Le Impresca a par ailleurs déploré la multiplication des revendications syndicales qui, selon lui, freinent le développement économique du pays. Solidaire aux luttes et aux revendications syndicales des travailleurs, le mouvement Plus rien ne sera comme avant déplore cependant que la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ne saurait être un outil utilisé par les syndicats
pour assécher les finances publiques, freinant ainsi les activités socio-économiques du pays. Le MPRESCA a condamné et déploré également les récents événements de Yirougou, Nafona et Orodara. Il exige de ce fait que les responsabilités soient situées. « 210 membres de la communauté Peul tués dans le village de Yirougou et environnant, c'est le bilan qui dresse le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Un crime qualifié de génocide contre la dite communauté. Maître Ambroise Farama, avocat du collectif. C'est la base du travail scientifique que le collectif a mis à mener. Nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, qu'à Yirougou et alentour, il y a eu un crime de génocide. Donc tous les éléments qui prouvent qu'il y a eu préméditation, préparation et exécution sont là et sont réunis. Donc pour nous, il n'y a pas de doute là-dessus. Il s'agit d'un crime de génocide qui a été ciblé contre la communauté Peul et particulièrement les hommes majeurs. Tout en demandant une actualisation des chiffres, le collectif dit attendre toujours que justice soit rendue aux victimes. Daouda Diallo en est le porte-parole. La justice pour toutes les victimes. Au-delà de la justice, il faut une rencontre tripartite. La prise en charge gratuite et effective des rescapés. Le collectif exige encore la sécurisation des personnes et des biens, le désarmement et la dissolution des milices de Barsalgo, la restitution sans condition des biens des victimes toujours détenues illégalement par les éléments congolais. Le collectif a également fait le point des activités déjà menées, à savoir l'organisation d'une marche meeting le 12 janvier dernier et une collecte de fonds pour soutenir les déplacés. Comment, pourquoi et qui a donné les 10 millions pour organiser la manifestation dans la journée du 17 septembre 2015? Voici la question qui divise les accusés Léonce Koné, Salifou Sawadogo et les témoins Marie-Joseph Achille Tapsoaba. Selon l'accusé Salifou Sawadogo, c'est le président du CDP Edi Kombego qui a remis la dite somme dans la soirée du 16 septembre pour la sécurisation des domiciles des responsables. Selon l'accusé, l'actuel président du CDP a donné cette somme à l'issue d'une rencontre du bureau exécutif national dans la soirée du 16 septembre. Il ajoute qu'étaient présents à cette rencontre Léonce Koné, Traoré Nia Moïse, Anissé Poda, Fatou Dendéré et bien sûr Achille Tapsoaba. Pour les témoins Achille Tapsoaba, vice-président du CDP à l'époque, les 10 millions venaient effectivement du président Edi Kombego, mais il précise que cette somme n'a pas été remise après la réunion comme l'avait dit l'accusé Salifou Sawadogo, mais au cours de la réunion dans la matinée du 16 septembre. Il ajoute que la somme n'était pas non plus destinée à organiser une manifestation pour soutenir le putsch, mais pour le lancement de la campagne électorale. L'accusé Léonce Koné lui se veut formel en signifiant qu'il n'a pas participé à la réunion au cours de laquelle les 10 millions ont été remis malgré les tentatives de démonstration de sa présence par son co-accusé Salifou Sawadogo. Face à la persistance de ce dernier à démontrer que la somme était destinée à la sécurisation des domiciles, le témoin va varier dans sa position en affirmant cette fois-ci que les 10 millions étaient destinés au lancement de la campagne électorale, mais qu'au regard de la situation, ils ont jugé bon d'utiliser cette somme pour organiser une manifestation pour donner leur position lors de la venue de la délégation de la CEDEAO, ce qui va amener Maître Hervé Kam de la partie civile à dire que le témoin fait de la rétention d'informations. L'avocat a invité le parquet militaire à prendre les dispositions qui sied pour sanctionner conformément au texte les témoins assermentés qui ne disent pas ou refusent de dire la vérité. Les débats du jour ont également porté sur les 20 millions reçus de la Côte d'Ivoire. Au sujet de cette somme, Léonce Koné a précisé que c'est bien lui qui a reçu cette somme de ses amis et connaissants de la Côte d'Ivoire. Il précise que cette somme a été affectée aux différentes structures du parti pour les activités de la campagne électorale des élections législatives. L'audience reprend le vendredi 1er février prochain au tribunal militaire. La rétrospective de la semaine. Il s'agit des témoins Mandé Aruna, Traoré Nia Moïse et Sédou Yonaba. Le premier témoin, l'adjudant Aruna Mandé, un ex-élément du RSP, explique que le 17 septembre 2015, il était en ville lorsque l'adjudant Arjuma Kambou l'a appelé pour lui dire de faire un tour au domicile du regretté président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo pour lui renseigner s'il y avait des jeunes qui voulaient brûler la maison.
Connaissant pas les lieux, le témoin explique qu'il a été contacté et conduit par Hervé Dabilgou, un garde de corps de Salifou Diallo. Une fois sur les lieux, il ne trouvera pas les jeunes, mais il apprend que les jeunes étaient au niveau du rond-point des Matilles. Il fait demi-tour pour s'y rendre. En ces lieux, il rencontre un jeune dont il ignore l'identité et qui lui informait qu'ils agissaient sous les ordres de l'adjudant-chef Nebié Moussa alias Rambo. Il soutient qu'il a reçu un coup de fil de l'adjudant Kambou, lui ordonnant de quitter les lieux car il a entendu l'adjudant Nebié Moussa qui communiquait et qui prononçait fréquemment son nom. Sur ce fait, il quitte les lieux et repart au domicile de Salifou Diallo. Arrivé, il affirme avoir vu l'adjudant Wekuri Kossé et l'adjudant-chef-major Eloi Badiel et des éléments des sapeurs-pompiers. Appelé à la barre pour se prononcer sur ce qui lui est reproché, l'adjudant Nebié Moussa alias Rambo dit être étonné de la déclaration faite par les témoins. Il affirme qu'il n'a ni été en contact avec des jeunes du CDP, ni également prononcé le nom de Mandé Aruna dans une communication. Après le passage de Mandé Aruna, c'est Traoré Niam Moïse, troisième vice-président du CDP à l'époque, qui est passé à la barre. Il a été question pour lui de dire la provenance et la destination des 20 millions de francs qu'il a remis à l'accusé Salifou Sawargo. Selon le témoin, il a reçu la dite somme des mains de René-Émile Kaboré, mais il n'a pas cherché à savoir les origines. Pour lui, c'était une part qui revenait au CDP dans le cadre d'une alliance qu'il voulait faire avec d'autres partis pour aller aux élections. Pour lui, l'accusé Salifou Sawargo était censé savoir pourquoi la somme lui avait été remise. À noter qu'après ce témoin, c'est l'actuel président du CDP, Edi Komboego, qui a été appelé à la barre, mais on ne verra pas ce dernier. Prenant la parole, le parquet militaire a expliqué que l'absence de ce dernier n'est pas excusée. Le parquet sur le sang a requis conformément au texte de le faire venir immédiatement à l'audience par la force publique. Mais le président du tribunal Sédou Ouedraogo a jugé bon de passer à un autre témoin. Il a tout de même précisé que Edi Komboego devrait se présenter le mardi 5 février prochain, sans quoi il sera amené par la force publique. C'est ainsi que le président a appelé le colonel-major Sédou Yonaba, l'ex-médecin de la présidence. Ce dernier explique qu'il était à Koudougou lorsque le général Diendéré l'a appelé aux environs de 17h pour l'instruire de rentrer immédiatement à Ouagadougou. Il affirme qu'il est arrivé au camp Nabakoum à 21h, mais c'est aux environs de 23h qu'il a pu rencontrer le général Diendéré. Il explique que celui-ci lui a ordonné de se rendre au palais présidentiel pour s'enquérir de l'état de santé du président Michel Kafando car il y avait été séquestré par des éléments du RSP. Sur ces faits, il se rend sur les lieux où il trouve le président Michel Kafando qui était dans un état critique selon ses propos. Il affirme avoir vu sur les lieux des civils comme le journaliste Adama Ouedraogo et le bâtonnier Mamadou Traoré aux environs de 1h du matin. Pourtant, maître Hervé Kam de la partie civile relève que dans les procès-verbaux de ces derniers, celui-ci avait soutenu qu'il a vu le bâtonnier à 3h du matin au bureau du chef de corps du RSP où il amendait un document. Les témoins dû ne pas reconnaître ses propos et accuse le juge d'instruction de l'avoir traumatisé pendant son interrogatoire de première comparution. Pour maître Kam, ce fait ne peut pas être une preuve car dans ses autres procès-verbaux, il a tenu ces mêmes propos. Il conclut que le témoin refuse de dire la vérité. Sur ce fait, le témoin hausse le ton et les discussions avec maître Kam se terminent à bâton rompu. L'audience reprend le lundi 4 février prochain avec toujours l'audition des témoins. C'est un nouvel épilogue qui vient de connaître la crise qui oppose l'Union burkinabé des clubs de karaté-do du Burkina IBECAC et leur fédération. À en croire le président de cette structure, Évariste Bagré, la justice a tranché en leur faveur suite à une plainte déposée le 30 avril 2017 auprès des tribunaux administratifs de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou pour demander l'annulation des procès-verbaux de renouvellement du bureau de la fédération et celui du district d'Oué. Selon toujours ces derniers, c'est le 26 avril 2018 que le tribunal administratif de Bobo-Dioulasso, statuant sur les requêtes, a ordonné l'annulation du procès verbal de l'Assemblée générale de renouvellement du bureau exécutif du district de karaté-do du Oué et condamne l'État burkinabé et la fédération aux dépens à verser au club de l'Union la somme de 500 000 francs. C'est toujours la même décision qui est rendue par le tribunal administratif de Ouagadougou le 18 décembre 2018 avec l'annulation des actes préparatoires du comité transitoire
contradictoire pour l'élection des membres des ligues, des districts et de la fédération, explique Évariste Bagré. Il précise que l'État a été également condamné à verser la somme de 500 000 francs au titre des frais exposés. Face à cette situation, l'UBECAC interpelle le ministère des Sports et Loisirs à tirer les conséquences de cette décision de justice et de procéder purement et simplement dans un bref délai à la dissolution du bureau de la fédération, des ligues et des districts et d'organiser de nouvelles élections. L'UBECAC, au cours de ce point de presse, a dénoncé la mauvaise gestion et ce qu'elle qualifie de patrimonialisation de la fédération burkinabé de karaté-do par certains responsables. Elle a de ce fait invité le ministère des Sports et Loisirs à la prise de sanctions liées à cette mauvaise gestion. Cette formation du Haut Conseil du dialogue social se veut un cadre d'échange en vue de renforcer les capacités des conseillers. Selon Domba Jean-Marc Palme, président du Haut Conseil du dialogue social, cette formation vise essentiellement à renforcer nos connaissances en médiation sociale, d'affiner notre perception du dialogue social, d'harmoniser nos points de vue et de faire converger nos compétences. Nous serons alors armés pour agir en équipe soudée et dynamique, où chacun joue sa partition pour le succès de leur mission. Une initiative saluée par le chef du gouvernement, président de la cérémonie d'ouverture, Christophe Dabiré. Je retiens en particulier la nécessité de renforcer les capacités des membres de l'institution en matière de prévention et de gestion des conflits sociaux. Pourquoi je salue l'initiative de ce séminaire qui vise à rendre les conseillers plus aptes à accomplir les missions à eux confiées. Plus d'une soixantaine de participants prennent part à cette formation, prévue pour durer 72 heures. Courant 2018, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains, SONATU, donnait un ultimatum aux détenteurs de parcelles non mises en valeur sur le site A de Ouaga 2000 afin qu'ils se conforment à la réglementation en vigueur. La mesure étant arrivée à échéance le 31 décembre 2018, le directeur général de la structure Chouabou Diallo est passé au bilan. On avait 6482 parcelles. 6065 ont été mises en valeur sur donc le total des parcelles, la portion du site A que nous avions recensé, soit donc un taux global de 93,6%. La commission de retrait des parcelles sera saisie pour la suite à donner, a précisé le principal animateur du point de presse. Lui et son équipe notent aussi qu'au regard de l'environnement concurrentiel et la raréfaction du foncier, des défis se présentent à la SONATUR dans le domaine de l'aménagement et de la commercialisation des terrains. D'où le lancement au cours de cette année 2019 de l'opération Casier Vide. L'opération Casier Vide consiste à l'administration de la SONATUR de faire en sorte que nous puissions donc traiter tous les dossiers en souffrance au niveau de la SONATUR. Parce qu'une de nos missions, c'est de satisfaire la clientèle. Pour faire face toujours aux nouveaux défis, il a annoncé la réorganisation de la SONATUR à travers l'adoption d'un nouvel organigramme et un plan stratégique de développement. L'attribution de parcelles à toute personne ayant droit à Silmiougou et l'arrêt d'un éventuel déguerpissement des populations résidentes tant qu'elles n'ont pas été attributaires. Ce sont ces deux points essentiels qui ont amené des populations de Silmiougou sous la conduite de la coordination des CDAIP de l'ex-arrondissement de Signoguin et la CADDL à tenir un sit-in devant la mairie de l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Ernest Zemba, coordonnateur des CDAIP de l'ex-arrondissement de Signoguin. Depuis 2016, nous avons interpellé la mairie par rapport à cette question, puisqu'il y a des gens qui jusqu'à présent ne sont pas encore attributaires. Mais malheureusement, la mairie refuse de nous recevoir. On a introduit jusqu'à 2 plateformes revendicatives, celle de l'arrondissement numéro 8 et le cas spécifique de Silmiougou. Mais on n'a pas eu de concertation autour de ces plateformes revendicatives-là. Donc nous sommes là ce matin pour exiger de la mairie la prise en compte des préoccupations des populations de Silmiougou. C'est pour également interpeller à la mairie de ne pas s'amuser avec la vie des citoyens. Pour le premier adjoint au maire, la mairie de l'arrondissement 8 n'est pas habilitée à parler de l'attribution de parcelles aux populations de Silmiougou, Seydou Ouedraogo. Il y a eu des rencontres que nous on a tenues à Silmiougou, c'est le chef de Silmiougou même avec la population. On a échangé, on a trouvé un terrain
moyen d'entente pour pouvoir commencer. Et si la population de Silmouri dit que la mairie leur doit des parcelles, à ce niveau, je ne comprends pas. Parce que la mairie n'a pas entrepris de bornage ou bien de lotissement. C'est la Sonature qui a pris une partie des terrains, des propriétaires terrains de Silmouri pour lotir. Pour les dédommagements, c'est la mairie, la Sonature et puis l'urbanisme, les impôts qu'on a formé la commission d'attribution de parcelles. Ernest Zemba lui persiste. Le problème se situe au niveau de la mairie puisqu'après des rencontres avec la Sonature, cette structure aurait selon lui décliné toute responsabilité. Il a laissé entendre que leur sit-in n'est qu'une étape et des actions pourront suivre si leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. La rétrospective de la semaine. Les questions d'hygiène, d'assainissement, de voirie, d'emploi et de participation citoyenne à la gestion des infrastructures publiques de l'arrondissement 1 de Ouagadougou préoccupent les associations regroupées au sein de la coalition locale d'action citoyenne CLAC. Selon le secrétaire général du comité de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire CDAIP de l'arrondissement 1, membre de la dite coalition, les populations sont confrontées à de nombreuses difficultés. Souleymane Sanogo. En période d'hivernage, les quartiers sont difficiles d'accès, les caniveaux sont bouchés, il faut attendre 2 à 3 heures en général après la pluie pour pouvoir sortir ou bien pouvoir rejoindre la maison. Ou bien, lorsque il pleut, il y a des familles qui sont totalement en veille parce que leurs maisons peuvent subir une inondation à tout moment donné. Et aussi, il y a la question de la gestion des biens publics, notamment les plateaux qui, lorsque nous regardons, est dans un état délabré, sans entretien. Les toilettes même qui sont construites pour le plateau ne sont pas utilisées, tout est fermé, tout est bougé. À en croire ce responsable, à la suite de cette assemblée générale, des actions se poursuivront afin d'exiger la satisfaction de la plateforme d'action. Nous allons poursuivre la campagne de sensibilisation et la campagne d'information dans le quartier pour que nous ayons une large mobilisation autour de la plateforme. Et lorsque nous n'allons pas avoir gain de cause, bien sûr, nous allons entamer des actions de lutte. En août 2018, on a failli organiser un mouvement d'humeur pour barrer la voie. Lorsque le maire a eu écho, ils ont mobilisé rapidement les services d'hygiène qui est venu faire un temps soit peu au niveau du théâtre populaire, mais ils n'ont pas pu faire grand chose. L'assainissement et l'amélioration de la voirie de l'arrondissement, le bilan de la gestion des infrastructures socio-culturelles publiques, le point des espaces verts et réserves foncières et la réalisation de formations au métier au profit des jeunes et des femmes de l'arrondissement. Tels sont les points qui résument la plateforme d'action de la coalition locale d'action citoyenne CLAC. Boubacar Belem, bonjour. Bonjour. Ce samedi 2 et dimanche 3 février, vous organisez des journées anti-impérialistes à Nongourmassoum. Quelle est l'opportunité d'une telle activité? Il faut dire que le 1er décembre 2018, il y a eu la 3e édition des journées anti-impérialistes au Sénasa. Au cours de cette 3e édition, les participants ont souhaité que cette activité soit décentralisée pour que les populations, de façon locale, puissent contribuer à la réflexion et puissent bénéficier des différents échanges qui se font autour donc de cette question anti-impérialiste. Voilà pourquoi les organisations qui sont représentées à Nongourmassoum ont saisi cette recommandation et donc nous en sommes aux journées anti-impérialistes à Nongourmassoum les 2 et 3 février 2019. Et de façon générale, c'est quoi les journées anti-impérialistes? C'est des journées que nous consacrons à la lutte anti-impérialiste. Pas que c'est spécifiquement ces 2 jours seulement, et parce que la plupart des organisations ont une orientation anti-impérialiste, mais c'est des journées spécifiques où donc on invite les gens donc et on intensifie la question, la réflexion donc sur les questions de domination impérialiste. Justement, à propos, vous prévoyez un théâtre sur le franc CFA au cours de la nuit culturelle prévue le samedi. Pourquoi aborder spécifiquement cette thématique? En fait, la question du franc CFA, le franc CFA est l'un des instruments de la domination impérialiste. Donc, nous avons voulu mettre cette question en exergue pour que les populations comprennent les dessous donc de cette monnaie, et comme nous l'avions dit, et qui est une monnaie
donc d'exploitation et de servitude néocoloniale. Nous allons essayer de mettre en lumière les mécanismes qui sous-tendent la question du franc CFA pour que les populations comprennent. Quelques déchets de cette monnaie. Par exemple, à l'origine, c'était une monnaie qui s'appelait franc des colonies françaises d'Afrique et aujourd'hui qui a été donc pour faire de l'apparence, qui a été transformée en franc de la communauté ou de la coopération financière africaine. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la question du compte d'opération, donc qui est un mécanisme qui oblige les pays membres des différentes banques de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest de verser donc 50% de leurs devises au niveau du trésor français, donc pour soi-disant garantir une convertibilité illimitée de la monnaie. Voilà, c'est un aspect. Et il y a des questions, la parité fixe à l'euro. Donc c'est des mécanismes que nous voulons que les populations comprennent pour dire que c'est une monnaie donc qui n'est pas favorable donc au développement de nos pays africains. Tout ce que vous venez de citer comme déchets, est-ce que cela empêche les citoyens lambda de vivre tranquillement? Il ne s'agit pas de vivre seulement, mais il s'agit de vivre dignement. Parmi l'un des moyens, l'un des instruments de la domination et qui maintient les pays africains dans le sous-développement, il y a la monnaie, le franc CFA. Quelles sont vos attentes à l'issue de ces journées anti-impérialistes que vous organisez en Ngor-Massou? Il s'agit d'amener les populations à s'intéresser à ces questions de domination par des puissances étrangères. Il y a la question de la présence des bases militaires françaises. Ces bases et militaires actuellement apportent un soutien au pays, au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme, n'est-ce pas? Nous ne voyons pas, nous ne voyons rien. Même en France, il y a des attaques terroristes. Mais nous avons l'impression que c'est avec leur présence que les attaques terroristes s'amplifient. Derrière cette présence, vous voyez autre chose? Oui, nous pensons que ça cache beaucoup de choses et que il appartient à chaque pays, à chaque peuple de s'organiser pour faire face donc aux attaques ou autres problèmes qu'ils ont. Donc notamment la question de l'insécurité, la question terroriste. Ce n'est pas un autre pays à travers son armée devenu résoudre cette question pour nous. Donc c'est aux populations elles-mêmes de le faire. Oui, c'est s'organiser pour défendre leur souveraineté, défendre leur territoire, défendre leurs biens. Boubacar Belem, merci. Merci.